Bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, on va attaquer notre deuxième table ronde sur la thématique des allocations d'actifs. Je vais demander à nos intervenants de se présenter dans un premier temps, de présenter leur maison, mais également de présenter la ou les classes d'actifs qu'ils gèrent et ce qu'ils souhaitent mettre en avant, à savoir les spécificités qu'ils ont pour nous permettre d'affronter 2023. Alors, la table ronde, je préfère le signaler dès le départ, est un petit peu biaisée par le fait que nous avons la présence, en fait, autour de cette table, de 3 gérants actions pour le représentant d'une maison de distribution, d'une grosse maison de distribution américaine. Alors peut-être que je ferai des petites questions aux uns aux autres, parfois un petit peu différentes. Mais ce qui m'intéresserait, c'est que chacun présente son mode de gestion et savoir si justement, parce que là nous avons trois stock pickers, savoir s'ils peuvent vraiment s'affranchir en fait de tout ce qui est macroéconomie et ne pratiquer réellement que du stock picking. Est-ce qu'il convient aujourd'hui de tenir compte des nouvelles normes de durabilité, des restrictions monétaires des banques centrales, du prix de l'énergie, voilà. Donc autant de questions auxquelles ils vont essayer d'apporter des réponses. Alors on va peut-être commencer par le plus éloigné, à savoir Thomas, qui nous arrive d'Angleterre, je crois. Merci Sally. Donc oui, Thomas Roubac, je suis responsable de la distribution retail pour Frank Appleton. Donc, en effet, je n'ai pas la prétention d'être un stock picker, contrairement à mes confrères aujourd'hui. Frank Appleton, vous connaissez sans doute historiquement comme un groupe assez axé obligations internationales. Les fonds Global Bond étaient assez connus, par exemple, assez actions émergentes, avec les fonds de Mark Mobius, par exemple. Mais c'est un groupe qui a beaucoup changé depuis 3-4 ans. On a procédé en 2020 à l'acquisition de Legg Mason, ce qui a fait doubler la taille du groupe. Aujourd'hui, on gère à peu près 1500 milliards. Et c'est un groupe qui a aussi beaucoup grandi sur la partie alternative. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Mais Frank Appleton gère aujourd'hui une plateforme alternative où il y a 265 milliards d'actifs alternatifs, ce qui nous met dans le top 10 mondial des acteurs en alternatif. Ce qui est assez unique chez nous aussi, c'est qu'on a une vraie structure multiboutique. Il n'y a pas de vue macro qui est imposée au niveau groupe, qui se développe sur les différentes boutiques. Chaque boutique est indépendante. Et chaque boutique, les boutiques sont souvent en désaccord les unes avec les autres, ce qui permet d'enrichir le débat et de permettre une émulation un peu entre elles. Très bien. Alors peut-être autour de Michel, notre ami Michel de chez Clartan. Bonjour à tous, donc je représente la société Clartan Associés qui était connue avant sous le nom de Rouvier Associés, et comme Guillaume Rouvier a quitté toutes ses fonctions opérationnelles il y a 8 ans. Nous avons changé de nom il y a 3 ans. Nous avons choisi Clartan pour la clarté et la transparence avec laquelle nous travaillons et le temps long dans lequel nous nous situons. La société compte un peu plus de 30 personnes. Nous avons des bureaux en Allemagne et en Suisse et nous sommes gérés avec des principes de collégialité. C'est très très important pour nous puisque les portefeuilles, tout comme la société, sont gérés de manière collégiale. Nous sommes également indépendants et structurés pour le rester. L'autre partie de l'ADN de la société, c'est la gestion privée. Nous gérons à peu près 1 milliard, dont la moitié en gestion privée, représentant à peu près 1000 clients particuliers. Et deuxièmement, nous gérons principalement en actions, partant du principe que la rentabilité action est 3 fois supérieure à la rentabilité obligataire sur le long terme, c'est-à-dire 6% contre 2% ajusté pour inflation, si on prend les classes d'actions américaines et obligataires de l'État 10 ans américain. Nous avons une gamme restreinte de fonds, avec 5 fonds ouverts à la commercialisation, avec principalement notre flagship Clartan Valeur, dont l'encours dépasse 450 millions, qui est structuré pour doubler le capital des clients tous les 7 à 10 ans, ce qu'il a fait depuis ses 31 ans et demi d'existence. Et nous avons lancé, il y a 2 ans et demi, un fonds ESG qui s'appelle Clartan Ethos, ESG Europe Small et Mid Cap, qui est un fonds petite et moyenne capitalisation européenne lancé en collaboration et partenariat avec une fondation suisse qui s'appelle Ethos et qui est gérée de manière très stricte sur les critères ESG avec une méthodologie éprouvée depuis 25 ans.
Enfin, pour finir, nous avons des portefeuilles concentrés. Nous sommes des stock pickers avec un process de gestion qu'on appelle quality and value, c'est-à-dire que nous investissons dans des sociétés de qualité, c'est-à-dire très rentables, à la rentabilité soutenable, achetées avec une rigueur sur les prix. Et ça, nous le faisons donc de manière collégiale sur des portefeuilles concentrés, à peu près 35 à 40 valeurs par portefeuille, avec des durées de détention longues. Merci Michel. Donc on va proposer à Augustin d'intervenir pour Mandarine. Merci. Donc Mandarine Gestion, que vous connaissez, j'espère, spécialisée sur les actions, environ un peu plus de 3 milliards d'euros sous gestion, toujours indépendante, qui est très connue pour sa gamme européenne, qui est très illustrée par notre fondateur sur le style value, Marc Renaud. Mais elle s'est beaucoup diversifiée sur le style croissance, dont vous avez toujours entendu parler également. Et depuis quelques années, on a mis aussi l'accent sur la gamme globale. Donc je gère un fonds européen et un fonds global, donc ça sera l'occasion de vous en parler. On a une particularité l'année dernière, dans une année difficile, d'avoir eu des flux assez positifs. Donc, on vous en remercie. Et c'est assez rare sur les maisons, des sociétés de gestion actions. Et ça a été le cas aussi des fonds microcap dont je vais vous parler. Donc, ça sera l'occasion. Et on se spécialise aussi toujours, et c'est ce qu'on met toujours en avant chez Mandarine, sur le stock picking, la gestion de conviction. Et tous nos fonds sont caractérisés par ça. Donc, vous avez sans doute entendu parler la nouveauté de Mandarine Global Transition, qui a une grosse dynamique. Et je vais vous parler aujourd'hui des fonds microcap de chez Mandarine. Merci Augustin. On va donner la parole à Olivier, qui va se présenter, qui va nous présenter également sa société de gestion. Bonjour à tous, donc Olivier Cassé, je suis gérant sur les actions européennes depuis une bonne vingtaine d'années. C'est la réforme du jour, il faut compter les années maintenant, donc il me reste encore quelques années à faire. Et les 3 dernières années chez Sycomore, avant de rejoindre Sycomore, j'ai travaillé chez General Investment où j'ai développé la franchise des actions européennes ISR, notamment un fonds que certains d'entre vous connaissent, qui est sur la thématique du vieillissement de la population, qui a pour objectif donc d'aller investir dans les entreprises européennes qui sont en train et vont continuer à bénéficier du vieillissement de la population. Alors, le lien entre Sycomore et Generali, alors ce n'est pas seulement moi. Une petite précision serait la bienvenue. En effet. Donc, Generali, dans sa stratégie de développement de la gestion d'actifs avec un modèle de multi-boutique, après une participation en 2019 chez Sycomore. Et en 2020, il a été décidé de faire de Sycomore le hub sur la gestion action thématique ISR du groupe Generali. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint les équipes de gestion de Sycomore. Alors, Sycomore, vous connaissez, mais juste vous rappeler un petit peu notre philosophie et notre ADN. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 7 milliards d'euros d'encours sous gestion. Plus de 90% de ces encours suivent une approche ISR, et ça, c'est véritablement l'ADN de la maison, avec une conviction très forte qu'on a en interne dans la maison, qui est de dire que la création de valeur d'une entreprise ne peut être pérenne que si elle est partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, avant tout investissement dans une entreprise, on va venir regarder sa politique et ses pratiques par rapport à l'ensemble de ses parties prenantes. Et on a développé un modèle pour faire ça, qui est le modèle qu'on appelle SPICE, qui est tout simplement l'acronyme pour les parties prenantes de l'entreprise, à savoir le S pour la société, le P pour son personnel, le I pour les investisseurs, le C pour ses clients et le E pour l'environnement. Donc sur ces un peu plus de 7 milliards d'encours aujourd'hui, on a les 2 tiers sur les actions, et pour le reste, on est à moitié-moitié entre de la gestion flexible, diversifiée, et de la gestion crédit qu'on essaye de développer avec le lancement notamment récemment d'un fonds daté 2026, le fonds Sycoyield. Et juste pour terminer, me concernant, donc je suis un gérant de conviction, de stock picking, avec pour spécificité, entre guillemets, un focus très important dans mon approche sur l'analyse et le regard sur la génération de trésorerie de l'entreprise. Pour moi, s'il y a un seul critère à regarder avant d'investir dans une entreprise, c'est celui-ci, c'est pas le PE. Pour moi, le PER d'une entreprise, et d'ailleurs, si vous me posez la question, je ne le connais pas, mais l'avantage de la génération de trésorerie et de son analyse, ça vous permet notamment de calculer ce que j'appelle moi une valorisation intrinsèque de l'entreprise, qui est tout simplement la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. Et à partir du moment où vous avez une approche disciplinée, rigoureuse, avec un objectif de cours sur les entreprises dans lesquelles vous investissez, qui est basé sur cette valorisation intrinsèque, vous pouvez essayer de tirer un peu parti de la volatilité
des marchés dans vos investissements. Et donc aujourd'hui, en termes de gestion, je continue à gérer le fonds sur la thématique du vieillissement de la population de Generali, et je fais partie de l'équipe de gestion du fonds Sycomore Sélection Responsable, qui est le fonds historique de stock picking sur la zone euro de Sycomore. Merci Olivier pour ces précisions. On va peut-être demander à Thomas, avant de rentrer dans le détail sur les opportunités en matière de stock picking pour 2023. Moi, je voudrais savoir, Thomas, est-ce que vous, comme vous êtes vraiment sur toutes les classes d'actifs, est-ce que votre sentiment est plus positif sur les obligations ou sur les actions pour l'année en cours, hein, pour 2023? On ne va pas parler du passé. Le passé, on va essayer de l'oublier, hein, ça a été une année exécrable, donc 2022, la guerre en Ukraine, des politiques restrictives des banques centrales, la réduction des tailles de bilan, donc très compliqué. Aujourd'hui, on semble y voir plus clair, mais on a le sentiment qu'il y a un petit peu deux écoles différentes. Certains nous disent ça va être le premier semestre qui va être très bon. D'autres nous disent faut surtout pas investir avant un fort ralentissement, voire une récession, voire pas avant le second semestre. Qu'est-ce que vous en pensez chez Franklin Templeton? Vaste question. Si on décompose un peu ça, donc vous parlez d'obligations, on en a pas mal parlé sur la table ronde précédente. Je pense que, contrairement à ce qui a été dit par certains, sur la partie plus high yield, et notamment la partie plus bas du panier du high yield, on pense qu'il est encore un peu tôt pour nous de revenir. On est encore au début de la récession, on n'a pas vu l'impact sur beaucoup d'entreprises de cette potentielle récession, et je pense qu'on a un peu oublié que le risque de défaut est quelque chose de concret et pas juste une théorie. L'impact qu'il peut avoir sur le refinancement également n'a pas du tout, avec des taux plus élevés, n'a pas du tout encore été impacté. Et donc ça nous met assez prudents sur cette partie plus high yield. Donc plutôt investment grade, et si on fait du high yield, plutôt le haut du panier pour le moment. Oui, vous préférez l'investment grade au high yield, c'est ça? On préfère, oui, en résumé. Ok. Et entre actions et obligations, la vraie question pour quelqu'un comme toi qui est responsable de la distribution, par rapport à la collecte, par rapport aux encours? Donc, si on prend notre groupe, on a un groupe qui est assez équilibré finalement. On a à peu près 50-50 actions-obligations. Donc je ne voudrais contrarier personne dans le groupe. Dans les faits, on pense qu'aujourd'hui, il y a de la vraie potentiel de valeur sur les obligations. Comme on le disait, on a des taux qui sont quand même beaucoup plus attractifs qu'on n'a plus connus depuis très longtemps. Donc c'est vraiment des actifs où on voit beaucoup plus de valeur et où nos gérants sont assez confiants sur la génération d'alpha potentiel. Actions, effectivement, il y a des poches de valeur. On parlera de l'Europe. On a vu un repricing de l'Europe assez violent ces dernières semaines par rapport à d'autres régions. Et une dernière classe d'actifs peut-être qui est intéressante, dont on a moins parlé, c'est la partie alternative, notamment toute la partie hedge fund qui avait beaucoup lagué ces dernières années et dont beaucoup de gens ont été assez déçus. Je pense qu'une grosse raison de cette déception, c'est les taux très bas qui gênaient la génération d'alpha, avec des taux plus élevés, un time value of money plus important. On pense qu'il y a une génération d'alpha beaucoup plus importante potentiellement sur cette partie alternative. Bien, écoute, je te remercie pour cette intervention très claire. Michel, toi qui es stock picker pur, est-ce que tu t'affranchis vraiment totalement de la macro, des politiques restrictives, de l'inflation, des situations d'entreprise? Tu recherches finalement, je crois, tu m'avais dit qualité et value. Donc, est-ce que ce sont les valeurs de rendement? Plus précisément, est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions? Qu'est-ce que tu détectes dans les plus de tes choix pour 2023? Alors, en début de cette année 2023, nous voyons vraiment beaucoup d'opportunités. Alors, dire qu'on s'affranchit totalement de la macroéconomie serait peut-être un peu exagéré. Et nous essayons toujours de bien comprendre si les sociétés dans lesquelles nous investissons évoluent dans des écosystèmes qui ont des tendances structurelles de croissance à long terme. Et nous essayons de comprendre où est le momentum opérationnel à court terme. Au niveau des endroits où nous voyons beaucoup d'opportunités, parce qu'il faut dire que malgré la hausse récente, et ça je vais vraiment insister là-dessus, parce que
à Patrimonia, quand nous étions présents en fin septembre dernier, l'écrasante majorité des gens qui nous ont rendu visite sur notre stand attendaient une baisse de 10 à 15% pour pouvoir rentrer. Comme vous le savez, on a monté de 25% depuis, en ordre de grandeur. Malgré cette hausse récente forte, il reste beaucoup de valeur dans beaucoup de titres. Et donc, pour vous donner un exemple, enfin, dans le genre de société que nous détenons dans nos portefeuilles, nous voyons vraiment des potentiels d'appréciation considérables. Il y a dans le secteur automobile des sociétés comme Mercedes ou Stellantis. On peut citer Publicis, qui a déjà beaucoup monté et qui peut vraiment performer beaucoup dans les années qui viennent. Dans le secteur financier, nous détenons quelques bancaires, et si on parle du secteur italien, qui a fait l'objet de beaucoup de presse négative, on peut citer Unicredit. Et donc, il y a vraiment beaucoup de valeur dans beaucoup de titres. Pour répondre à ta question, Samy, nous avons étudié au cours des derniers mois un certain nombre de sociétés cycliques que nous estimons de qualité, avec des avantages concurrentiels pérennes et qui ont beaucoup souffert. Donc là, pour ces sociétés, il est quand même indispensable d'avoir une vision. On n'a pas de connaissance absolue sur les cycles à court terme, mais par exemple, nous avons commencé à établir des positions dans le secteur des semi-conducteurs où le cycle est très défavorable depuis quelques mois, où le prix, par exemple, des mémoires est en chute libre depuis pas mal de mois, et nous commençons à établir des positions dans des sociétés comme Micron Technology ou Seagate. Donc, pour ce genre d'investissement sur lesquels le cycle a une importance absolument considérable, il est quand même indispensable d'avoir une petite vision des choses. Donc concrètement, pas de biais croissance ou value Alors, nous avons attaqué le Covid avec un positionnement qui était plutôt value. Là, je tiens à rappeler que les valeurs de croissance étaient déjà chères fin 2019. Elles ont connu une survalorisation absolument considérable en 2020 et 2021. En ce qui nous concerne, nous sommes vraiment très désireux d'augmenter la part de sociétés dans nos portefeuilles, dans des sociétés de qualité encore plus grande que ce que nous détenons, mais la plupart de ces sociétés qui sont des sociétés de croissance sont encore à des valorisations un peu trop élevées. Alors moi, cela fait 2 ans que je vulgarise beaucoup un certain nombre de graphiques sur les cycles et les modes des 6 ou 7 dernières décennies. Et pour ceux d'entre vous que cela intéresse, je serais très heureux de revenir sur des phénomènes comme les Nifty 50 et ce genre de choses, où l'on voit que lorsqu'il y a une période de survalorisation, la période de consolidation peut excéder très largement quelques mois, voire quelques trimestres, voire quelques années. Donc, nous sommes très désireux d'augmenter la part de sociétés de qualité très élevée, mais nous pensons en règle générale que ces sociétés sont encore à des multiples un peu élevés, et ça fait partie, là j'anticipe sur la question que tu devais nous poser sur les risques, les valorisations qui étaient très élevées sont redevenues presque abordables, mais il n'y a pas forcément des très fortes rentabilités pour l'actionnaire à attendre sur des titres qui sont encore chers aujourd'hui. Alors, Michel, par rapport à tes propos, ça va me permettre de rebondir et de poser la question à Augustin, parce que finalement, on a l'impression que là, sur ce début d'année, comme en fin d'année, la plupart des grosses valeurs ont largement rebondi, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit tout à fait la même chose sur les petites capitalisations. Augustin, ton avis ? Oui, c'est un très bon point. En général, ce qu'on met en avant, c'est que les microcaps, donc les PME cotées en bourse, pour parler très vulgairement et pour que vous compreniez, donc c'est les tissus de PME qu'on peut avoir dans nos économies et qui sont, elles, cotées en bourse. Eh bien, en fait, sur cette classe d'actifs, vous n'avez pas de tracker, pas de gestion passive, pas d'ETF qui vont vous faire monter ou baisser le marché tout d'un coup. Et donc, ça se retrouve sur la volatilité qui, in fine, sur un univers qui a une volatilité plus faible que les grandes valeurs. Ça, c'est très contre-intuitif, mais elles sont très décorrélées entre elles et ça amène ces phénomènes. Et ça amène le phénomène suivant, c'est le phénomène de flux. Les marchés sont évidemment sensibles au phénomène de flux. Les flux, en général, arrivent sur la gestion passive de plus en plus et sur les grandes valeurs en priorité. Et c'est ensuite qu'ils découlent sur les petites valeurs, dont les microcaps. Donc en général, ce qu'on observe, c'est des flux qui se retrouvent en priorité. Et donc là, c'est un peu ce qui se passe depuis le début de l'année, avec notamment des investisseurs institutionnels qui se repositionnent sur les actions. Et ça ne se voit pas encore énormément sur les microcaps. Donc ce qu'on a vu, c'est une décollecte depuis de nombreuses années sur cette classe d'actifs. Énormément d'investisseurs institutionnels qui sont
pour parler vulgairement, assez nus sur cette classe d'actifs qui n'ont absolument aucune micro-small cap en allocation, ce qui est, je pense, un très bon point pour nous pour la performance moyen terme. Quand ils vont commencer à se réinvestir sur cette classe d'actifs qui, en général, est bien plus est très surperformante dans les phases de rebond, les micro-caps, elles surperforment 7 années sur 10 les grandes valeurs. L'année dernière, évidemment, c'était une année un peu compliquée pour les actions et évidemment aussi pour les micro-caps. Ça nous met assez positif là-dessus. Et donc ces flux, quand ils vont commencer à se déverser dans cet univers de micro et small cap, ça va évidemment plus alimenter un rebond. C'est toujours ce qui se passe. Et donc ça nous met assez positif pour cette classe d'actifs pour cette année 2023. Et après, la grosse question pour les gérants actions, c'est en général, est-ce que ça va être une année value? Est-ce que ça va être une année croissance? Nous, dans notre gestion micro-cap, on essaye de sortir de ça. On essaye de ne pas prendre de biais qui soient value ou croissance, comme vous pouvez avoir en idée des fonds chez Mandarine. On va se dire garde, donc de la croissance à prix raisonnable. Ce qui nous a permis de pouvoir surperformer nos indices de référence dans des années croissance comme on a pu le connaître avant 2022, et ce qui nous a permis aussi de pouvoir surperformer même dans un marché baissier l'année dernière en atténuant un peu la baisse dans un univers plus value. Donc ce qu'on veut, c'est d'avoir des fonds micro-cap un peu plus tout-terrain qui sortent un peu de cette gestion value ou croissance, qui sont un peu plus flexibles et dynamiques dans leur allocation en prenant très peu de biais sectoriels et géographiques. Et à aujourd'hui, pour affronter 2023, tu privilégierais ton fonds international ou ton fonds européen? Alors ça, c'est la grande question. Ce qu'on dit toujours, c'est que les deux sont très, très compatibles. Il n'y a que 12% environ dans le fonds Europe Microcap et dans le fonds Global Microcap. Vous n'aurez que 12% d'overlap, donc 12% de sociétés qui se recouvrent. Donc vous pouvez mettre les deux fonds et vous n'aurez pas Dupont et Dupont dans vos allocations. Et donc ce qu'on met en avant, c'est les deux. Je pense que l'Europe, comme ça a été pas mal expliqué, a une capacité de rebond, sachant que les valorisations ont été matraquées. C'est une zone très sous-performante l'année dernière. Mais je pense que la partie globale, et notamment sur les microcaps, est très intéressante, parce que quand vous pensez à une allocation globale, à un fonds action global, en général, c'est 60 à 70% d'actions américaines. Dans l'univers des microcaps, c'est très différent. Les actions américaines ne représentent que 25% de l'univers. Et l'Asie est beaucoup plus représentée. Donc vous avez sur un univers global de microcap environ 25% des États-Unis, environ 25% de Japon, 25% d'Europe. Et donc vous avez une allocation géographique qui se veut beaucoup plus diversifiée que ce que vous pouvez trouver sur les grandes actions. Et ça a été pas mal évoqué aussi, mais l'Asie redémarre enfin. La Chine se réouvre. Et donc quand on accumule toutes les sociétés asiatiques de cet univers de microcap, c'est environ un tiers de notre univers de microcap qui est composé d'actions asiatiques. Je pense que la Chine peut redémarrer et peut alimenter ce redynamisme de cette zone. Et aussi le Japon, c'est souvent oublié, c'est souvent assez value et c'est assez connu. Mais je pense qu'on a quand même une polarité qui se fait entre deux blocs géopolitiques avec des zones de production qui se méfient maintenant de la Chine. On veut dédoubler les zones de production, produire plus localement. Et je pense que si on a un petit phénomène de relocalisation ou de démondialisation, ça peut être très positif pour les microcaps. On a un tissu de PME qui peut en bénéficier. Le Japon, c'est l'exemple parfait. Il y a un gros risque avec Taïwan, on le sait tous. Et donc les grosses sociétés de semi-conducteurs qui ont pu être évoquées comme thématiques, qui étaient très localisées en Chine ou à Taïwan, sont en train de vouloir se réintroduire en Europe, au Japon, et on a énormément de PME qui peuvent en profiter. Et donc je pense que c'est deux zones qui peuvent être, deux allocations et deux fonds qui peuvent être assez intéressants pour le futur. Oui, donc selon toi, Augustin, la démondialisation n'est pas un risque majeur pour 2023. La relocalisation des entreprises, qu'il s'agisse de grosses ou de petites entreprises. Alors, évidemment, je ne souhaite pas de conflit géopolitique ou autre. Je pense juste que c'est un phénomène où on a vu nos points faibles sur certains approvisionnements, certaines dépendances. Et donc, ces phénomènes, c'est qu'on veut rapprocher nos zones de production du consommateur. Et ce phénomène-là, in fine, il se retrouve... je pense que c'est une vraie opportunité pour ce monde de microcap par rapport à des grosses sociétés globalisées, etc., d'avoir une zone, des entreprises qui sont plutôt niches, qui sont plutôt leaders sur des zones géographiques. Et donc, c'est, je pense, en relatif, en tout cas, une classe d'actifs qui est intéressante si on se base sur ce phénomène. Ouais. Ce phénomène, d'accord. Bien, on va poser une petite question à notre ami Olivier, en fait, parce que
Lui, c'est un stock picker également, mais plus sur la gestion thématique, à travers le fonds Sycomore Éco-Solutions et le fonds de chez Generali Investment Manager sur le vieillissement de la population. Donc, par rapport au travail d'un stock picker, est-ce que, alors, je pense que sur Éco-Solutions, enfin malheureusement ou heureusement, tu es obligé largement d'en tenir compte, mais est-ce que les nouvelles normes en matière de réglementation sur l'ISR, l'ESG, etc., qu'on doit du reste faire valider depuis le 1er janvier par nos clients lors de la sélection de fonds, est-ce que tu considères ça comme un atout ou comme un frein et un inconvénient à la commercialisation de tes fonds ? Non, je suis sur le fonds Sycomore Sélection Responsable, mais l'idée et la question, est la même, c'est pas grave. Oui, alors ça, je pense que vous le voyez aussi bien que nous. C'est vrai que la réglementation a beaucoup évolué sur les derniers mois et les dernières années. Donc c'est vrai que Sycomore, et ça je peux en parler, d'autant plus que je n'étais pas dans la boutique à ce moment-là, a toujours été en avance sur ces sujets extra-financiers, investissement socialement responsable. On a été pionnier sur ces sujets et on souhaite le rester. Donc on a fait un gros travail dans notre approche avec l'objectif de mettre des chiffres sur certaines notions qu'on avait en tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation nous impose à démontrer que nos investissements sont des investissements durables. Et pour faire ça, il faut réussir à démontrer que l'entreprise a une contribution positive. Alors sur différents sujets, ça peut être une contribution positive sur l'environnement, ça peut être une contribution positive sur la société au sens large, ou si elle a des pratiques en effet extra-financières de premier plan. Donc j'ai parlé tout à l'heure du modèle SPICE, donc on l'enrichit sur ces dernières années et du coup on peut leverager un petit peu cette expertise. Donc on a créé de nouveaux indicateurs, notamment pour calculer cette contribution sociétale ou environnementale. Donc là, notamment l'indicateur de la NEC, qui est un petit peu plus connu sur la communauté, sachant qu'on a décidé d'externaliser cette initiative et aujourd'hui la NEC est utilisée par d'autres sociétés de gestion et même utilisée par des émetteurs. Mais donc oui, on a fait un gros travail là-dessus pour pouvoir démontrer que dans nos investissements, au lieu d'avoir, en plus d'avoir des pratiques responsables, on arrivait à mettre un chiffre sur une contribution de l'entreprise à ces enjeux environnementaux ou sociétaux. Du fait de la spécificité de la thématique du vieillissement de la population, est-ce que c'est compatible quand on voit ce qui s'est passé sur Orpea ou par exemple quand on regarde la pollution créée par l'industrie pharmaceutique et autres, est-ce que c'est compatible justement avec... pour pouvoir obtenir des classifications 8 ou 9 dans les catégories sur lesquelles tu travailles? C'est un exercice qui est délicat. En effet, l'affaire Orpea, il y a quasiment un an, jour pour jour, a démontré en effet qu'on pouvait, ou en tout cas certaines sociétés de gestion et certains fonds étaient investis sur un Orpea, alors que le scandale, au moment où le scandale est sorti dans la presse, je dirais que le principal avantage qu'on a, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, on était pionniers sur l'investissement socialement responsable. Donc les investisseurs, nos clients, ont ça en tête, donc c'est positif. Mais ce que vous ne voyez un peu moins, c'est que les émetteurs, les sociétés cotées ont aussi ça en tête. Et ces émetteurs aujourd'hui vont devoir démontrer en effet leurs pratiques, leurs politiques sur ces grands enjeux sociétaux et environnementaux et cherchent à mieux communiquer auprès des investisseurs. Et on fait partie des sociétés de gestion qui sont sollicitées par ces grands émetteurs pour voir en effet ce qui peut être fait et comment elles peuvent communiquer sur ces enjeux-là. Donc je dirais que l'avantage qu'on a, sans dire que les autres n'ont pas ces avantages-là, mais c'est qu'on a vraiment ce dialogue permanent avec les entreprises sur ces sujets-là. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. On est vraiment dans une relation de confiance et nous, on aide les entreprises à pouvoir améliorer leurs pratiques ou à mieux communiquer. Maintenant, on écoute ce qu'elles nous disent et parfois, les pratiques ne sont pas totalement en phase avec ce qu'elles
ont pu nous dire. Donc ça, c'est tout le travail d'analyse de controverse qu'on fait en interne, premièrement. Et deuxièmement, alors c'était un peu plus compliqué en 2020 et 2021, c'est également les visites de sites qu'on fait quand même très régulièrement pour aller vérifier sur le terrain, en interrogeant le personnel, l'environnement social de l'entreprise. Donc je réponds il n'y a pas que le management, même le personnel est interviewé, quoi. Exactement, tout à fait. C'est pour nous, ça fait partie de la relation qu'on a avec l'entreprise. Avant d'investir, en effet, c'est vraiment de bien comprendre ce qui se passe en interne dans l'entreprise, au-delà de, en effet, regarder un portefeuille de produits ou de services qui est mis en avant par l'entreprise. Moi, je voudrais poser une question à Thomas, que je trouve très discret là-bas au fond, qui essaye de se cacher désespérément. Donc, en fait, vous êtes une société qui a une multitude de maisons de gestion. Et je voudrais savoir, par exemple, actuellement, par rapport à la multiplicité des fonds que vous pouvez mettre à notre disposition, quelles sont les thématiques ou fonds que vous privilégiez, vous souhaitez privilégier? Je pense que beaucoup de personnes nous connaissent pour notre fonds technologie. C'est un fonds dans lequel on a beaucoup collecté, un fonds qui fait une dizaine de milliards sur ce secteur de la technologie. On a aussi d'autres fonds assez différents, et souvent les fonds thématiques ou sectoriels ont un biais croissance assez marqué. On a des fonds dans notre gamme thématiques ou sectoriels qui ont un biais beaucoup plus value, ce qui les rend assez intéressants, assez complémentaires par rapport à ces fonds-là. Je pense notamment, on a un fonds changement climatique. Quand on pense changement climatique, en général, on pense très croissance, on pense consommation, on pense technologie. Nous, à l'inverse, on a un fonds changement climatique qui est très axé sur les matériaux, sur les valeurs industrielles, et donc beaucoup moins sur la consommation ou la technologie. De la même manière dont on parlait de diversification géographique, c'est un fonds qui est beaucoup moins US, qui a à peine un quart US, 50% Europe et 25% émergent. Et de manière concrète, c'est un fonds qui va chercher à être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de changement climatique. La phrase, pour résumer en une seule phrase, c'est dire c'est très bien d'acheter Tesla, mais si on ne veut pas se salir les mains en achetant les mines de lithium ou les mines de nickel ou ainsi de suite, c'est un peu hypocrite à la fin de la journée. On a besoin de ces acteurs-là et on a besoin d'avoir les meilleurs acteurs dans ce segment-là. Donc de manière concrète, c'est un fonds qui a un PI qui doit être 40% moins élevé que la catégorie Morningstar Écologie. Donc c'est un fonds qui est vraiment complémentaire par rapport à beaucoup d'autres fonds climat ou écologie qui sont beaucoup plus marqués croissance et beaucoup plus marqués États-Unis. De la même manière, on a un fonds sur une autre thématique qui a très bien marché l'année dernière, qui est la thématique infrastructure. C'est une thématique qui est aussi beaucoup plus résiliente, qui a une corrélation assez faible avec le reste du marché, un bêta moins important. Et donc c'est une thématique sur laquelle nous, on voit beaucoup de valeur. On a une approche assez pure des infrastructures. On regarde uniquement les infrastructures régulées, les infrastructures où l'utilisateur paye pour l'usage. Et c'est vrai que l'année dernière, c'est une thématique qu'on a beaucoup collectée parce que ça répondait à beaucoup des enjeux et beaucoup des questions que les clients se posaient. La question de l'inflation, c'est des contrats qui sont liés à l'inflation. La question du risque sur la croissance, c'est des secteurs qui sont beaucoup plus résilients parce que peu importe ce qui se passe, on aura toujours besoin de notre réseau électrique, toujours besoin de notre réseau de transport. Donc on a une vraie résilience. Et même sur la question du coût de financement, souvent dans leurs contrats, ils ont un rendement garanti par rapport au coût de financement. Donc ça leur offre aussi une protection embarquée. Donc ça, c'est le côté plus court terme et tactique. Fondamentalement, sur le long terme, on voit un vrai besoin d'investissement dans l'infrastructure pour faire face à la question du changement climatique et de la transition. En Europe, on a la chance d'avoir des grilles électriques qui sont relativement solides. Mais si on regarde les États-Unis, par exemple, il y a un vrai besoin d'investissement majeur sur cette thématique-là. Et donc c'est une région où on voit, c'est un thème où on continue de voir beaucoup de valeur, non seulement sur le côté tactique sur le plus court terme, mais aussi sur le long terme. Et je rajouterai un petit point, on parlait des small cap asiatiques tout à l'heure. Je pense que c'est un point une thématique qui est vraiment intéressante. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui de revenir sur les émergents, où vous êtes très peu présents. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est beaucoup moins sensible à la macro globale et beaucoup plus à la conso locale. Et nous, on est aussi présents sur ce thème des small cap émergents et asiatiques. Et c'est une thématique où historiquement, on voit beaucoup de valeurs qui apportent vraiment une complémentarité. On est beaucoup moins sur des valeurs de flux, beaucoup moins sur des valeurs où on est drivé par qu'est-ce qu'est la demande internationale et qu'est-ce que les investisseurs occidentaux cherchent dans les émergents, mais beaucoup plus sur la demande des investisseurs locaux. Et donc ça offre pour nous une vraie résilience, une vraie complémentarité par rapport à des valeurs plus large cap sur les émergents. Thomas, juste une question. Une grosse maison comme la vôtre est attentive aux normes environnementales et de gouvernance. C'est une priorité ou pas? Pas du tout. Non, pas évidemment.
Je pense que beaucoup de gens voient les acteurs américains comme étant des acteurs un peu en retard sur ce sujet-là, et ça serait mentir que de dire que c'est complètement faux. On a la chance dans le groupe d'avoir des acteurs qui ont été assez innovants sur ce sujet-là. On a une boutique aux États-Unis qui s'appelle ClearBridge, qui gère à peu près 150 milliards en actions US et actions globales. Ils ont une Head of ESG depuis 1999. Je ne suis même pas sûr qu'en Europe, il y ait toutes les boutiques européennes qui étaient présentes sur ce sujet-là depuis l'époque. C'est une équipe qui gère une stratégie action large cap durable depuis maintenant 8-9 ans. Donc aussi beaucoup en avance. Et donc on a la chance dans le groupe d'avoir des vraies expertises depuis longtemps sur ces thématiques-là. Je ne prétendais pas que tout le groupe est à ce niveau-là, mais c'est la chance d'avoir une structure multiboutique. Et c'est aussi la complexité, mais on ne veut pas imposer à toutes les boutiques du groupe une politique uniforme, et on veut que chacun, par rapport à ses spécificités, puisse implémenter l'ESG de manière différente. Ça veut aussi de manière concrète que certains sont plus en avance. Voilà. On a la chance d'avoir des vrais leaders, ce qui nous permet de se différencier sur ce sujet-là par rapport à d'autres boutiques US. Je te remercie Thomas. On va donner la parole à notre ami Michel, qui va nous expliquer. On a bien compris qu'il sélectionnait ses valeurs par rapport à leur juste prix et la qualité. Est-ce que dans un environnement tel que celui qu'on connaît, c'est-à-dire hausse des taux d'intérêt, hausse de l'inflation, peut-être baisse de la consommation, sensible un petit peu aujourd'hui, mais peut-être beaucoup demain, est-ce que tu fais attention dans ton choix de valeur justement à des éléments comme la masse salariale, les coûts de l'énergie pour l'entreprise, sa capacité à répercuter en fait ces hausses de prix sur son chiffre d'affaires? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles ça? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, au niveau des risques importants, là, tu as pointé, Samy, sur un certain nombre de risques. Il y a un des risques majeurs qui a été abordé dans la première table ronde. Je crois que c'est Sébastien qui a parlé d'une bulle sur les marges. Aux États-Unis, les marges ont fait un plus haut à 12,7%. Ça a doublé depuis quelques décennies. Et pour la première fois, on va avoir des vents contraires puissants avec hausse des salaires, des taux plus élevés et probablement une hausse de la fiscalité. Donc on va voir pour la première fois depuis très longtemps une baisse de marge avec des révisions probablement à la baisse des résultats et tout ça avec probablement une contraction des volumes. Donc ça, c'est un problème majeur. Donc il faut, dans le stock picking, il est indispensable, évidemment, de regarder l'impact sur la croissance de la société et son compte de résultats et de sa rentabilité, des grandes tendances macroéconomiques, bien évidemment. Et sur le niveau des dangers généraux pour l'année 2023, ce que nous voyons, c'est principalement la possibilité de la contraction de la demande. Alors, a priori, ce n'est pas quelque chose qui devrait être trop violent. Il est assez probable qu'on évite même une récession et en Europe et aux États-Unis, puisque les taux d'emploi sont à des niveaux records, et même si le taux de chômage est appelé à remonter un peu, normalement, il est permis d'espérer que les taux aient quasiment fait leur plus haut, parce qu'on passe de 0,5 à 4,34, on a dégonflé un peu aux États-Unis, mais les hausses sont quasiment terminées. En Europe, il reste un petit peu, il n'y a plus grand-chose, et l'inflation est déjà sur une pente descendante. Le risque, c'est surtout au niveau de la consommation, puisque si le taux de chômage remonte un petit peu et que le pouvoir d'achat diminue, il faut savoir que le taux d'épargne aux États-Unis est tombé à un niveau légèrement au-dessus de 2%, qui est un taux qu'on n'a jamais vu depuis 60 ou 70 ans. L'épargne accumulée à des niveaux records pendant la phase Covid est déjà mangée à plus que moitié, et si les taux se maintiennent à ce niveau-là, ce sera totalement épuisé d'ici quelques mois, à supposer que la distribution de l'épargne soit faite de manière équilibrée, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc les franges les plus basses de la population seront fortement touchées. Et pour répondre à ta question simplement, ceci met en danger un certain nombre de catégories de consommation, comme la consommation discrétionnaire, et nous faisons très attention à ce genre de choses. Donc, au niveau du stock picking, dans l'année 2020-2021, nous avons privilégié ce qu'on appelle des franchises établies, c'est-à-dire des business models où les chiffres d'affaires et comptes de résultats sont relativement résilients par rapport à la demande finale. Nous abordons cette nouvelle phase de marché en
en commençant à intégrer des sociétés cycliques, comme je l'ai mentionné précédemment, parce que nous pensons que les cours ont très fortement chuté et reflètent des scénarios catastrophes qui, à notre avis, n'arriveront pas. Mais nous prenons bien évidemment en compte l'impact sur les comptes de résultats des coûts de l'énergie, des hausses d'emploi, et nous sommes très attentifs au maintien de la rentabilité à travers le cycle. Je te remercie, Michel. On va poser un peu la même question à Augustin, parce que, en fait, moi, c'est vrai que je vois aujourd'hui les petites capitalisations que je détiens dans mon portefeuille, toutes affichées des contre-performances sur les 2 dernières années. Et je me dis, est-ce que c'est le moment d'investir ou est-ce qu'il faut mieux attendre ? Alors, c'est toujours la question importante. Nous, ce qu'on vous dit, et on n'essaye jamais de faire du market timing, honnêtement, ce n'est pas notre expertise. Vous aurez peut-être des macroéconomistes pour ça. Ce qu'on va nous faire, c'est vous expliquer que sur le long terme, les actions, c'est évidemment une bonne classe d'actifs. Vous pensez actions, vous pensez souvent grande valeur. Les petites valeurs ont aussi un énorme intérêt. Comme je disais tout à l'heure, elles surperforment 7 années sur 10. On sort d'une des années, malheureusement, sur 3 où ça sous-performe. Donc les probas de rebond sont j'espère, meilleurs. Si vous devenez positif sur les actions, en général, comme je le disais, les flux reviennent tout d'abord sur les grandes valeurs. Les rebonds sont un peu plus rapides sur les grandes valeurs au tout début et ensuite arrivent sur les microcaps. Et donc, les microcaps, en général, surperforment. Ça s'est largement vu en 2020. Vous avez eu une baisse, mais vous avez aussi un très, très fort rebond et une bien meilleure capacité de rebond sur les microcaps. Donc ce qu'on voit sur 2023, en tout cas ce qu'on espère, c'est évidemment un rebond action. Et ce rebond action, il serait évidemment positif. À moyen long terme, les microcaps sont toujours très attractives. Il y a un élément que je n'ai pas mentionné, mais qui est important, je pense. Je vous parlais d'économie réelle, je vous parlais de tissus de PME. Ces sociétés, elles sont en général avec un actionnariat qui se veut entrepreneurial ou familial, en grande majorité. Ces entrepreneurs ou ces familles, elles ont des visions qui se veulent moyen, long terme. Elles ont des décisions de gestion qui se font en adéquation. Des crises, elles en ont déjà vu, les crises de l'énergie, etc. Quand on en discute avec les sociétés, évidemment que l'Ukraine, personne ne l'avait vu venir, mais ils ont déjà vu ces crises-là et on trouve une excellente résilience. Vous le verrez dans les publications qui sont en général encore assez bonnes. Et le message qu'on a des managements et des gros actionnaires en général en ce moment, c'est qu'ils rachètent des actions, qu'ils se repositionnent, qu'ils trouvent que des corrections de 25-30% sur certaines sociétés croissance qui l'année dernière ont fait moins 60%, moins 70%. Pour eux, ce sont des opportunités sur le moyen long terme avec des sociétés toujours créatrices de valeur. Et donc ça, je pense, c'est aussi rassurant comme message, d'accompagner ces chefs d'entreprise, ces entrepreneurs qui, sur le long terme, créent de la valeur. Et donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer dans le véhicule avec eux et accompagner cette histoire. Et en général, rentrer après une année de forte correction sur des petites valeurs, c'est en général assez adéquat. Oui, parce que pour revenir sur le sujet, on a vu des entrepreneurs, je crois, sortir des marchés cotés, puisqu'ils jugeaient que les entreprises n'étaient pas à leur juste prix. Pour vous, c'est quelque chose de positif ou qui peut peser ? Alors, dans les petites valeurs, j'ai un message qui est un peu dissonant de ce message-là. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils sont sortis de leur exposition action et donc en général grande valeur, mais ils ont remis en général au pot dans leur société, dans les business dans lesquels ils ont une vraie confiance. Je pense que le sujet sera évoqué dans la journée, mais il y a aussi une nouvelle classe d'actifs, en tout cas qui n'est pas nouvelle, mais qui a collecté énormément, qui s'appelle le private equity. Private equity qui vient de plus en plus sur le domaine aussi du côté, et ça se voit énormément. Typiquement, dans le fonds Mandarin Europe Microcap ou Mandarin Global Microcap, on a une dizaine d'OPA par fonds et par an, et maintenant, c'est 50% des OPA qui se font par des fonds de private equity qui viennent racheter une société en bourse pour la sortir de bourse. Et en général, ils le font avec une prime qui est assez généreuse. Ça illustre aussi le fait que je pense que les microcaps, par rapport à ce qu'il y a dans le non-coté, ont des valorisations qui sont attractives. Elles sont attractives par rapport au non-coté, par rapport aux grandes valeurs. Donc on se trouve, le mot a été employé à la première table ronde, dans le sweet spot entre ces sociétés-là. Et les fonds de private equity qui ont énormément levé. On en voit de plus en plus qui s'intéressent à des microcaps, qui viennent racheter des microcaps en bourse. Et en général, ça se fait avec une prime de 30 à 40%. Et je trouve que c'est aussi un message assez positif. Si les investisseurs en bourse ne le voient pas, les investisseurs autres viendront racheter des petites actions avec des belles primes. Avec des primes, d'accord. On va demander donc à notre ami
de chez Generali, Olivier, de nous dire un peu, par rapport aux fonds qu'il gère, quelles lui semblent être les opportunités ou risques pour cette année. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas avoir l'audace de faire des pronostics sur l'évolution du marché en 2023. Non pas que je me sois levé du mauvais pied, mais on a juste par rapport à tes fonds, hein, Olivier. Ouais, mais sur les 3 dernières années, on a quand même eu des grosses surprises, que ce soit la pandémie, le conflit en Ukraine. Je pense que voilà, c'est un peu la théorie qu'on appelle du black swan, du cygne noir. En gros, vous pensez que ça n'existe pas, et le jour où ça arrive, ça change tout. Donc je ne sais pas ce que nous réserve 2023, mais on aura certainement des surprises. Toujours est-il que par rapport à ce qu'on a connu sur les dernières années, j'ai 3 grosses convictions que j'essaye de mettre en place dans les fonds que je gère. La première, elle est liée au constat qu'on fait sur 2022, c'est l'année d'ajustement sur les taux. Alors ça aussi, c'était difficilement anticipable. En Europe, on nous parlait de lower for longer, et puis au final, les taux, on verra, la Banque Centrale Européenne va arriver à 3% sur les taux courts. Et le principal impact de cet ajustement sur les taux liés à l'inflation, on le sait, c'est des baisses de valorisation sur les actifs à duration longue. Et donc, quand on regarde les marchés actions, ce sont les valeurs de croissance qui ont été le plus impactées. Et donc, on a eu l'année dernière des baisses sur des titres de qualité de croissance qui pouvaient dépasser les 40 ou 50%. Et aujourd'hui, sur des dossiers sur lesquels les fondamentaux n'ont absolument pas été remis en cause, sur lesquels les estimations de chiffre d'affaires ou de profitabilité n'ont absolument pas été abaissées, et pourtant on a eu des baisses marquées. Donc ça, c'est la première conviction sur 2023. Il y a dans cet univers des valeurs de croissance des dossiers qui ont baissé de façon excessive et sur lesquels on est sur des points d'entrée avec cette optique de moyen long terme qui sont des points d'entrée très attractifs. Je suis en tête, on parlait des semi-conducteurs, c'est le cas. Dans ce fonds santé, vieillissement de la population, tout ce qui est équipement et services médicaux, c'est le cas. Juste sur des constats très très simples, on prend la population des seniors, des plus de 65 ans, qui va doubler d'ici 2050, passer au niveau mondial de 1 milliard de personnes à 2 milliards de personnes. Si vous prenez l'exemple, on en parlait un petit peu, de la Chine, aujourd'hui c'est 250 millions de personnes de plus de 60 ans. En 2050, ce sera 500 millions de personnes de plus de 60 ans, soit à cet horizon-là, 35% de la population chinoise. Quand vous savez que les personnes de plus de 65 ans dépensent 3 fois plus dans les équipements et les services médicaux que les personnes âgées de 20 à 25 ans, je vous laisse faire le calcul, 2 fois plus de seniors, ils dépensent 3 fois plus. Vous voyez bien que encore une fois, les sociétés qui offrent un bon produit, un bon service à destination de cette clientèle senior, on est typiquement sur des valeurs de croissance de qualité de long terme qu'il faut avoir en portefeuille, et d'autant plus après une année comme 2022, où on a eu un ajustement très très fort sur leur valorisation lié à la hausse des taux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, j'ai pas de boule de cristal, mais après 2022, l'ajustement sur les taux, 2023, ce sera le ralentissement économique. Alors, soft landing, hard landing, récession prolongée ou pas, aujourd'hui, bien malin qui peut le dire. Mais l'impact de ça, c'est qu'on a vu des valeurs cyclique commence à être attaqué parce que, et je ne sais pas si vous l'avez en tête, parce qu'on a parlé en 2022 de croissance économique record, mais on a eu aussi de la croissance de résultats record, et les résultats des sociétés européennes en 2022, malgré ces sujets d'inflation et de crainte qu'on a pu avoir, sont 35% supérieurs à ceux qui ont été délivrés en 2019. Donc 2023, ralentissement économique, risque éventuellement sur les résultats des entreprises, et donc on commence à s'inquiéter sur les valorisations de certaines valeurs cycliques dans un scénario où potentiellement ces bénéfices à des niveaux records pourraient être impactés. Donc oui, je confirme, il faudra être méfiant sur ce segment-là, mais on a des dossiers cycliques aujourd'hui sur lesquels les niveaux de valorisation intègrent déjà dans leur prix un scénario noir au niveau économique. Donc il y a des histoires sur l'automobile, on en a parlé, sur la construction qui demeure attractive. Ça, c'est mon deuxième point. Et le dernier point, ma troisième conviction, c'est que oui, les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Il y a de fortes chances qu'une grande partie du chemin soit derrière nous. Mais il y a malgré tout peu de chances de voir les taux d'intérêt rebaisser fortement. Alors, on a en tête ce qui s'est passé sur l'inflation. Avec un peu de recul, c'est ce que j'appelle les gestions à rétroviseur. C'est très simple. Pourquoi on a eu de l'inflation ? On a eu un choc de la demande.
et des contraintes sur l'offre. Choc de la demande parce que excès d'épargne, vous le voyez parmi vos clients, vous avez été enfermé chez vous, vous avez cumulé de l'épargne de façon importante, et ça c'est en train d'arriver en Chine, on l'a évoqué tout à l'heure, quand même en Chine, on parle de 3 000 milliards de dollars d'excès d'épargne. Donc voilà, choc sur la demande, un gouvernement qui était en soutien des ménages ou des entreprises les plus en difficulté, donc une demande qui a été robuste en 2022, et une offre contrainte parce que Covid, confinement, problèmes et tensions sur les chaînes d'approvisionnement, et vous rajoutez un peu, voire beaucoup d'impact matière, pétrole, vous voyez, vous avez un contexte vraiment qui explique cet niveau d'inflation. Donc là, on est en train d'entrer dans cette période de désinflation, mais encore une fois, on va, notamment sur l'inflation cœur, on ne va pas baisser fortement parce que on a toujours de l'excess savings, même si une partie a été dépensée, notamment aux États-Unis, on en a encore en Europe, et c'est en train d'arriver en Chine, et l'offre est en train de se normaliser, les chaînes d'approvisionnement sont en train de repartir, et les coûts matière et pétrole sont en baisse quand même significative depuis 6 mois. Donc on est dans une phase de désinflation, mais on restera sur des niveaux malgré tout relativement élevés. On le voit en Europe, notamment on a cet effet de second tour avec les salaires qui, pour la première fois, et ça c'est qui aurait anticipé des hausses de salaires en Europe il y a de ça quelques années, qui sont véritablement en hausse, et ce que nous disent les entreprises qu'on rencontre aujourd'hui. Donc des niveaux taux d'intérêt qui ont fait une grande partie du chemin, mais qu'on peu de chances de baisser fortement. Donc on est dans un environnement où les taux d'intérêt sont quand même à des niveaux bien supérieurs à ceux qu'on a connus pré-pandémie. Et ça, c'est un environnement qui est très favorable pour les valeurs financières, que ce soit à la fois des valeurs bancaires ou des valeurs d'assurance, qui sont encore aujourd'hui sur des niveaux de valorisation attractifs. Donc sur le fond, sur le vieillissement de la population, on retrouve notamment 2 de ces 3 grandes thématiques que j'essaye de mettre en place dans mon portefeuille. La thématique des valeurs de croissance, de qualité pour le long terme qui sont revenus sur des niveaux attractifs en termes de valorisation. Et puis on a une poche de 20% du fonds sur un métier que vous connaissez par cœur, qui est l'investissement sur des financières, tout simplement parce que c'est le sujet du jour. On voit bien que les régimes par répartition sont sous pression et ne tiendront pas. Alors moi, je fais la présentation de ce fonds un peu partout en Europe, et j'aime bien à chaque fois prendre les chiffres des différents pays là où je passe. On l'a en tête, le concept on l'a en tête, mais quand vous mettez des chiffres là-dessus, c'est encore plus criant. Si vous faites le rapport entre la population des plus de 65 ans et la population active, donc on peut dire entre les 20 et les 65 ans, sans remonter au niveau de l'après-guerre, mais en 2000, vous aviez un ratio de 1 pour 4. Donc le régime par répartition, il passe. Aujourd'hui, on est à 1 pour 3. En 2050, on sera sur 1 pour 2. Donc vous voyez bien qu'il y a besoin de cette réforme. J'étais à Madrid il n'y a pas longtemps. Eux, en 2050, ce sera 1 pour 1. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème. Et donc la solution par rapport à ça, il faut une réforme. Elle est évidente. Quelle forme elle prend ? Bon, ça, chacun peut avoir son avis. Toujours est-il, et ça c'est votre métier, vous le voyez, c'est que les acteurs qui proposent des solutions d'épargne retraite et des acteurs qui gèrent ces produits d'épargne retraite sont des acteurs qui vont en croissance sur les prochaines années. Et ça, c'est une poche de 20% sur le fonds Aging Population que je gère pour Generali. Sur le fonds du vieillissement de la population. Je te remercie, Olivier. En fait, c'était très attractif, très instructif ce que tu viens de nous dire. Peut-être Thomas. Moi, je pensais que tu évoquerais un petit peu les obligations, parce que vous avez quand même des fonds obligataires. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus que 2 minutes. Donc, soit tu nous dis tout de suite les fonds que vous souhaiteriez mettre en avant au niveau de la maison, soit alors, je peux te laisser peut-être une petite minute si tu dois nous parler de fonds obligataires ou de fonds de performance absolue. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Je pense que tu veux parler du Global Bond. Effectivement, Templeton Global Bond, c'est un fonds qui a été assez connu chez nous et qui a eu des années récentes assez difficiles, ça sert à rien de se le cacher. C'est un fonds qui est très macro, très fondamental, et qui, dans un contexte de marché où il fallait être beaucoup plus tactique sur l'univers obligataire, ne répondait pas à ces critères-là. Je pense que si on pense qu'on sort de cet environnement de marché où les banques centrales sont hyper interventionnistes, c'est un fonds qui pourrait avoir beaucoup de sens, et c'est un fonds qui, l'année dernière, a recommencé à très bien performer. C'est un fonds qui, aujourd'hui, est positionné sur les marchés émergents, beaucoup, parce qu'il voit de la valeur sur ces pays-là qui ont remonté leur taux beaucoup plus vite, et donc qui, maintenant, ont plus de marge par rapport à beaucoup de pays développés. Je ne sais pas si j'ai tenu la minute. Tu n'as pas dépassé le temps imparti. Peut-être tu nous donnes 2 fonds que tu préconises pour 2023 ?
Je pense que les fonds dont on a parlé avant en thématique ont beaucoup de sens. Donc, changement climatique, Templeton Global Climate Change, infrastructure avec le fonds de ClearBridge. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier la technologie. On a parlé du fait que les valorisations avaient été rebasées. Et donc, je pense qu'il y aura un vrai gros potentiel sur ce fonds-là à un moment. Je te remercie, Thomas. On va demander à Michel sa sélection pour 2023. Est-ce que c'est son fonds ou ses fonds? Alors, je serais heureux de leur mettre deux en avant. Sans surprise, je vous propose d'investir dans Clartan Valeur, qui a surperformé depuis la fin 2021, au moment où le changement de régime a commencé à se matérialiser. La valorisation du fonds aujourd'hui est identique à celle du 31 décembre 2021, et il est à peine 6% des plus hauts historiques, et néanmoins, il est vraiment très attrayant sur le plan de la valorisation, à 9 ou 10 fois les résultats et 4,5% de rendement, avec des sociétés très rentables et peu endettées. Donc nous voyons un potentiel de revalorisation à un niveau de rentabilité supérieur à l'historique de long terme, qui est de 7,3% net de frais sur 31 ans et demi. En deuxième choix, je mettrai en avant le fonds Clartan Ethos Europe Small et Mid Cap. Nous partageons l'idée qu'il peut y avoir un rebond sur les small cap, et ce fonds est extrêmement bien noté par les acteurs de la notation extra-financière. Pour ceux d'entre vous qui ont véritablement un attrait sur les questions ESG, nous serons très heureux d'en parler plus avant. Le fonds a 2 ans et demi d'existence, il a dépassé les 40 millions d'encours, et nous avons beaucoup de confiance sur son développement dans les années qui viennent. Augustin, à toi. Alors peut-être un choix 1, un choix 2, voire tu peux donner un choix maison autre que les fonds que tu gères, hein, ce n'est pas interdit. Oui, alors je vais essayer de conclure en vous surprenant pour le coup et vous parler de microcap avec le fonds Mandarine Europe Microcap et le fonds Mandarine Global Microcap. Comme je l'ai évoqué, je pense que ce sont des fonds intéressants et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer sur la classe d'actifs. Et si vous avez peur du market timing, des versements programmés sont souvent une très très bonne solution pour vos clients. Et puis pour avoir un petit couplet sur le SFDR, les deux fonds sont SFDR 8, le fonds Mandarine Europe Microcap est labellisé ISR. Ça a été le premier fonds de microcap en Europe à être labellisé ISR en 2019, c'était assez pionnier. Et donc si vous avez aussi des clients qui sont sensibles à ça, ça sera important, et sachez que 90% de la gamme de Mandarine Gestion est labellisée ISR ou avec des labels dans tous les cas. Donc c'est assez chronique sur tous les fonds Mandarine. Je te remercie. Bon, on va demander à notre ami Generali de s'exprimer. Peut-être son fonds sur le vieillissement de la population, dont il a pas mal parlé. Non, mais oui, bien évidemment. Alors, même si j'ai pas de conviction sur les grandes tendances de marché sur 2023, en effet, il y a des poches sur lesquelles on trouve de la création de valeur sur du moyen long terme. Donc, je l'évoquais sur le fonds Generali du vieillissement de la population, qui est présent notamment sur ces valeurs de croissance qui ont bien directé récemment, et cette poche sur les financières. Et puis le deuxième fonds que je gère, donc Sycomore Sélection Responsable, où là on vient rajouter la thématique que j'évoquais des valeurs cycliques qui sont relativement décotées. Donc oui, j'y crois, et à titre personnel, je suis même investi sur ces fonds-là. Donc je pourrais pas. Tu as investi sur tes fonds, donc ce qui donne une raison de plus pour nous de te suivre et d'investir sur le fonds Sycomore Sélection Responsable. Bien écoutez, je vous remercie. C'était pas un exercice facile parce qu'en fait, on avait des stock pickers exclusivement autour de cette table, à part notre ami Thomas de chez Franklin Templeton. Mais je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti, et je remercie tous les intervenants de leur participation active. Voilà.